Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Si ça vous chatouille et que ça vous gratouille, restez avec nous puisque dans une quinzaine de minutes, il sera question d'allergie au pollen avec deux spécialistes, la directrice du réseau national de surveillance aérée biologique et le chef de service pneumologie au CHU Grenoble-Alpes. Mais le spécialiste des entreprises de santé innovantes dans l'arc alpin, c'est bien sûr vous, Vincent Templat. Vous êtes président de Medicalps. Bonsoir, tout va bien ? Tout va très bien. Bonsoir Marie-Caroline. En face de vous, la spécialiste de nos chers petits, Julie Ségala. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous nous proposerez, je crois, dans quelques minutes de jouer aux petites voitures. Mais avant cela, il va être question de ce que deviennent nos prises de sang et autres fluides corporels et comment ils sont analysés. Oriade Novial est de très bonne humeur. Les humeurs, comme on appelait les liquides du corps humain aux prémices de la médecine, ont désormais leur centre spécialisé à Saint-Martin-d'Air. Le leader de la biologie médicale dans l'arc alpin et Becton Dickinson, BD pour les intimes, s'unissent pour créer une chaîne de biologie unique en France qui tourne 24 heures sur 24 et peut traiter 6000 analyses par jour. Elle a été officiellement inaugurée début avril. Les explications de Charlotte Faulkner. Chaque jour, ce sont près de 1250 analyses qui sont effectuées en microbiologie sur le site d'Oriapol. Des analyses qui peuvent parfois prendre du temps. L'entreprise a donc décidé d'investir dans une plateforme de microbiologie automatisée, un véritable gain de temps pour les médecins et leurs patients. On a amélioré la fluidique pour traiter ces milieux de culture. On a gagné à peu près 6 heures sur un prélèvement bactériologique classique. Mais surtout, en parallèle, on a investi dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire, qui nous permet maintenant d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Si on prend par exemple une coproculture dans une diarrhée, avant il nous fallait 2-3 jours. Maintenant, on peut rendre un résultat en une demi-journée. Dans le laboratoire, les machines déposent un échantillon du prélèvement sur le milieu de culture correspondant pour ensuite y être incubés entre 18 à 72 heures. À l'issue de ce temps, les échantillons sont pris en photo puis analysés en salle de lecture. En fonction des résultats, une analyse approfondie permettra de connaître sa sensibilité aux antibiotiques, un fonctionnement qui permet aux techniciens de réduire leur temps de contact avec les bactéries. On a optimisé les flux et quelque part rendu l'atmosphère de travail plus sereine dans le laboratoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est le moins en contact possible avec l'échantillon. Par exemple, pour une analyse d'urine négative, l'échantillon ne va absolument pas être touché depuis son arrivée au laboratoire, depuis sa mise à la poubelle. Autre nouveauté pour le laboratoire, le développement de machines en biologie moléculaire. Cet automate permet, dans un échantillon donné, de détecter une bactérie en moyenne 3 heures. La même bactérie, sur une technique classique, nécessiterait 24, voire 72 heures pour certaines des bactéries qu'on détecte sur cet automate en 3 heures. Unique en France, cette plateforme permettra de guider au mieux les médecins car près de 70% des décisions thérapeutiques s'appuient sur les résultats d'un test de diagnostic. Et 26 techniciens travaillent actuellement sur cette plateforme. Vincent, dans l'actualité également des solutions innovantes en matière de santé, je crois que vous allez nous parler d'un appel à projet qui concerne également le bien vieillir. Tout à fait Marie-Caroline. À G2R La Mondiale, ce groupe de protection sociale et patrimoniale qui est leader dans son domaine, vient de lancer un appel à projet qui est un appel à projet national, qui est dénommé Med4Age et qui a vocation à favoriser le bien vieillir. C'est un appel à projet qui est porté par la délégation régionale Alpes et qui est piloté par Medicalps, le cluster des technologies de la santé de l'arc alpin. Qu'on ne présente plus. Que je ne présenterai pas effectivement ce soir. Revoyez les précédents numéros éventuellement. Et ça souligne quand même l'importance de l'ISER en matière d'innovation dans le domaine des technologies médicales. Alors pourquoi lancer un tel appel à projet ?
Nous savons tous que l'allongement de la durée de vie est une chance aujourd'hui, mais c'est aussi, par bien des aspects, un défi pour notre société. Savez-vous, Julie, par exemple, que le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler dans les 5 prochaines années? Eh bien non, je ne le savais pas. Et le nombre de personnes de plus de 60 ans va lui aussi très fortement augmenter, puisqu'il va doubler d'ici 2060 et représenter quasiment le quart de la population française. Or, le maintien en bonne santé, l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées passe aussi par une approche qui est à la fois une approche prédictive, participative, personnalisée, préventive, bien évidemment. On retrouve là ce que j'ai déjà appelé dans le passé la médecine 4P. Donc c'est ce qu'on cherche à mettre en œuvre au travers de cet appel à projet. Alors, quelle est l'ambition de cet appel à projet? Alors c'est un appel à projet qui est national, je le répète, qui a pour vocation à accompagner le développement d'innovations et le déploiement, la mise sur le marché de nouvelles innovations qui vont répondre effectivement à ces besoins de prévention, de prédiction de maladies pour les personnes âgées. L'autre aspect aussi important, c'est de permettre à des entreprises, à des porteurs de projets, de pouvoir bénéficier de patients, et en tout cas des assurés d'AG2R La Mondiale, qui pourront éventuellement tester ces nouvelles solutions. Et on sait qu'il faut adapter la technologie des dispositifs médicaux à la réalité du parcours de soins. Alors, qui peut candidater? Alors, toutes les PME, toutes les start-up, toutes les entreprises de moins de 100 personnes peuvent candidater, que ce soit seules ou à travers de consortiums, sachant qu'il y a 3 thématiques qui ont été retenues dans cet appel à projet national. La première, la prévention santé, les outils pour réduire l'apparition et le développement des maladies de plus de 50 ans. Le deuxième, l'autonomie et la dépendance des seniors. Et le troisième, l'amélioration du parcours de soins des personnes de plus de 50 ans. Avec une précision qui peut intéresser les porteurs de projets, c'est que chacune des thématiques est dotée de 150 000 € de subvention. Alors, si on veut plus d'infos, comment faut-il faire? C'est très simple. N'hésitez pas à consulter le site de Medicalp. C'est la rubrique appel à projet Med4Edge. Et puis, vous y trouverez le règlement complet et les précisions pour candidater, sachant que la date de clôture de l'appel à projet est le 31 mai. Voilà, donc il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner et réponse au début de l'automne, puisque les lauréats seront connus mi-septembre. Merci beaucoup, Vincent. Après avoir parlé des seniors, on va maintenant se pencher sur l'actualité des juniors avec le coin des mômes. Faites chauffer les moteurs, ils sont prêts au départ. Fini les brancards à l'hôpital Couple Enfants de Grenoble. Les bambins hospitalisés vont désormais au bloc en voiturette électrique. Un côté ludique qui a surtout des vertus médicales, n'est-ce pas Julie? Et oui, envoler le stress de la blouse blanche et la peur de l'opération. Depuis quelques semaines à l'hôpital Couple Enfants de Grenoble, eh bien, les petits malades du service de chirurgie pédiatrique ambulatoire peuvent se glisser eh bien, dans la peau de Lewis Hamilton pour rejoindre le bloc opératoire. Alors aux manettes, le brancardier pour guider l'enfant en toute sécurité, un moment ludique rendu possible grâce au fonds de dotation du Shuga et à la générosité de ses mécènes qui ont fait livrer 5 voitures et une moto électrique. Les enfants sont âgés de 3 à 8 ans avec un poids de moins de 30 kg. Ce sont des enfants qui vont avoir une petite opération qui ne nécessite pas de préparation particulière. Le but de ce projet, c'est d'éviter que les enfants aient une prémédication avant le bloc opératoire. C'est leur offrir un moment de plaisir, un moment de jeu pour aller vers quelque chose qui est pour eux et pour les parents source d'inquiétude et d'angoisse. Et par le jeu, on peut se passer de pratiques médicamenteuses. C'est vraiment essayer de démystifier au mieux l'environnement hospitalier qui est effectivement représenté par je dirais de façon un petit peu familière, la piqûre, le médicament. Et tout ça pour que l'enfant et ses parents puissent revenir, s'ils doivent revenir à l'hôpital, avec de la confiance, avec un sourire. Alors des petites voitures électriques qui emmènent les enfants du service de chirurgie ambulatoire au bloc opératoire, mais aussi au service radiologie. Alors à noter aussi que 2 engins motorisés sont également stationnés en permanence au bloc opératoire. Et là, c'est pour des questions d'hygiène.
Alors à la clinique mutualiste aussi on innove, mais cette fois-ci pour les parents. Vous les aviez suivis, Julie, durant leur campagne de crowdfunding. Et cette fois, ça y est, on peut le dire, les sages-femmes de la Mute ont réussi leur pari. Et oui, les sages-femmes de la Mute vous disent merci. Merci aux 130 généreux donateurs grâce auxquels elles ont pu acheter 2 lits doubles via la plateforme de financement participatif Cocorico. Eh bien, 7 400 € ont été récoltés. Les lits ont été installés au début du mois d'avril dans 2 chambres de l'établissement privé de Grenoble pour le plus grand bonheur des parents et bien sûr de leur nouveau-né, puisque l'idée c'est en fait de recréer les mêmes conditions qu'à la maison et de permettre au papa de passer la nuit aux côtés de sa femme dans le même lit et pas dans un lit d'appoint. Alors pour les sages-femmes de la clinique, c'est une véritable évolution des consciences. Le dispositif permet de renforcer le lien parent-enfant, mais il permet aussi et surtout au papa de prendre plus facilement le relais pour permettre à leur compagne de se reposer et de souffler un peu. Je précise aussi qu'aucun supplément n'est demandé parce que ça existe dans d'autres cliniques et là un supplément est demandé. Et sur les 28 chambres, eh bien, au total 7 sont assez spacieuses pour accueillir un lit double. Alors la maternité souhaite bien sûr élargir le dispositif, mais pour y arriver, eh bien, des dons supplémentaires sont nécessaires. Affaire à suivre donc. Et puis on termine sur une petite note gustative avec une grenobloise qui concocte de bons petits plats équilibrés pour nos bouts de chou. Et oui, alors si comme moi vous êtes fan de l'émission La Maison des Maternelles sur France 5, eh bien, vous avez sans doute testé et approuvé ces recettes. Gratin de rutabaga, risotto butternut et curry, parmentier de canard aux patates douces. Alors après 8 ans de coaching en alimentation infantile et plus de 2 ans de chronique culinaire, la chef Céline de Souza se lance dans l'écriture avec le livre « Je cuisine pour bébé et toute ma famille ». Alors je l'ai apporté sur ce plateau. Donc c'est un livre avec 40 pages de conseils sur la diversification alimentaire et plus de 100 recettes familiales, toutes déclinées en 4 textures pour bébé, donc extra lisse, lisse, moulinée et en morceaux. Du coup, plus besoin de faire 2 plats différents. Tout le monde déguste la même chose, mais adapté à son âge. Alors, cerise sur le gâteau, il a été validé par un médecin nutritionniste, évidemment. C'est un livre très sympa pour les mamans et même les papas qui aiment tout cuisiner maison pour leurs enfants. Donc, je le montre, je ne sais pas si on voit. Ouais, super. Donc, ça donne aussi des idées simples et originales pour habituer les papis des petits bouts de chou dès leur plus jeune âge. Donc, le titre, c'est « Je cuisine pour bébé et toute ma famille » de la grenobloise Céline de Souza. Il est paru aux éditions Larousse et il coûte 12,90 €. Mesdames et messieurs. On va tous se plonger dedans très rapidement, je crois. Merci Julie, on marque une petite pause et on se retrouve juste après. De retour dans Check-up pour parler des allergies au pollen dans une année particulière. On va voir pourquoi tout de suite avec nos invités. C'est la nature, avec la fin de l'hiver et l'arrivée des beaux jours. La végétation se réveille, avec elle son cortège de pollen. Les abeilles butinent, les oiseaux gazouillent. C'est vert, c'est joli, ça vole un peu partout. Mais pour une partie de la population, c'est synonyme de gorge qui gratte, nez qui coule, les yeux qui pleurent, bref, d'allergie. On en parle avec vous, Charlotte Sint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, basé à Lyon. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Vous, professeur Christophe Pison, vous êtes venu en voisin, ou presque, oui, puisque vous êtes chef du service pneumologie au CHU Grenoble-Alpes. Alors, je le disais il y a un instant, 2019, c'est une année particulière pour les pollens. Pour quelle raison, Charlotte Sint ? On a eu un début d'année vraiment exceptionnel avec les conditions météorologiques anticycloniques qu'on a eues au mois de février et mars. La végétation qui commençait à polliniser normalement, notamment les noisetiers et les aulnes, ont pu disperser leur pollen sans aucune limite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un peu de... Nos limites, voilà. C'était pas d'humidité, pas de pluie, donc une dispersion vraiment optimum des pollens. Et du coup, on s'est retrouvé avec des fortes concentrations de pollen et beaucoup d'allergiques. C'est beaucoup de symptômes déjà dès le mois de février. C'est particulier, mais est-ce que c'est exceptionnel ? Alors, c'est quand même exceptionnel. On a rarement, dès le début de saison, autant de pollen, autant de personnes qui nous font des retours comme quoi ils sont malades. Et c'est vraiment une saison très particulière. Alors, vous nous en avez touché 2 mots. Les premiers pollens qui arrivent, on va voir d'ailleurs quelques cartes. Il s'agit plutôt des pollens de noisetiers, c'est ça ?
Exactement. Les premiers pollens qui arrivent, ce sont plutôt les pollens de noisetiers, suivis assez rapidement par des pollens d'aulne. Ils font tous les deux partie de la même famille d'arbres et en fait, ce sont les fleurs qui sont déjà prêtes pour, en fin d'année précédente qui s'ouvrent dès le mois de février. Alors là, on a vu un tableau pour ce qui concerne la France en général. On va voir à présent un tableau pour ce qui concerne Grenoble. Quelle est la différence ? Alors, on a quand même des particularités à Grenoble, c'est-à-dire que dans d'autres régions, on a des pollens de cyprès qui sont présents très très tôt, mais c'est plus pour le pourtour méditerranéen. Et une des grosses particularités de la région, et de Grenoble notamment, c'est les pollens d'ambroisie qui sont présents en fin de saison, donc quand les allergies commencent à se calmer, et qui sont très très allergisantes. Alors, quand on parle de rhume des foins, est-ce qu'on parle de la même chose ? Parce que pour moi, les foins, on fait les foins en août. Alors, quand on parle de rhume des foins, oui, on parle de la même chose. Le rhume des foins, c'est plutôt lié au pollen de graminées. Les pollens de graminées arrivent au mois de mai-juin, et c'est quand même la période où les premiers ramassages de foin ont lieu. Les pollens les plus fréquents, ça dépend vraiment des régions ou Oui, il y a vraiment une régionalisation. On retrouve quand même certains pollens partout, notamment les graminées sont vraiment présents sur tout le territoire, quelle que soit la topographie, en vallée, en montagne. Et les bouleaux sont quand même aussi présents dans une grande partie de la France. Parce qu'on a vu pas mal d'articles ces jours-ci circuler sur les pollens de bouleau. On est tous allergiques au bouleau quelque part. Est-ce que c'est plus vers le nord de la France et nous on est un peu plus bosseurs ? Alors effectivement, les plus grosses forêts de bouleaux sont plus au nord de la France. Ils ont quand même des quantités de bouleaux l'arbre plus importante dans le nord de la France. Mais c'est un arbre qui a été beaucoup planté parce que c'est un très bel arbre qui pousse très bien. Il y en a beaucoup dans les bordures de forêt. Et on a quand même un gros impact des pollens de bouleau sur les allergiques à cette période. Alors, pour nous éclairer un peu mieux, rappelez-nous un petit peu, puisque vous savez tout ça, parce que vous travaillez, que vous êtes directrice du RNSA, c'est quoi le rôle du RNSA ? Alors, le RNSA, son rôle, c'est vraiment un rôle d'information. Nous, on a un réseau avec différentes parties de réseau, avec des capteurs qui nous donnent une information chaque semaine, des allergologues qui nous donnent une information clinique, des jardins botaniques qui nous donnent une information sur la floraison des plantes. Et c'est avec tous ces éléments, on fait des informations pour les allergiques. On essaye de les prévenir quand les pollens sont présents et à quel niveau. Alors justement, je vous propose de voir comment sont récoltés et analysés les pollens sur la région grenobloise grâce à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille donc avec vous et tout ça par le biais du reportage de Lina Badreddine. Sur ce tambour, on a une pellicule sur laquelle on va venir récupérer la totalité des pollens de la semaine. C'est sur ce toit que chaque mardi, Alexandre mesure la quantité de pollen dans l'atmosphère. Seul capteur de l'agglomération grenobloise, il permet de collecter les grains de pollen en tournant en fonction du vent et en reproduisant la respiration humaine. Le capteur, il faut qu'il soit dans un environnement suffisamment haut pour être représentatif en fait, d'une grande zone. En fait, on cherche à avoir la représentation de ce qui se passe dans le bassin grenoblois. Et il ne faut pas qu'il soit trop près d'arbres qui viendraient vraiment influencer la mesure très proche. Donc il faut un environnement dégagé, en hauteur pour la représentativité. Et là, je vais remonter l'horloge pour qu'il reparte pour une semaine. Une fois prélevé, le pollen est analysé en laboratoire, puis transmis au réseau national de surveillance aérobiologique. On va identifier chacun des pollens, qu'on va identifier et comptabiliser, et ça nous permettra de faire l'état de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir. Après, il y a d'autres systèmes complémentaires qui permettent aussi de suivre l'évolution des pollens. Il y a notamment de l'observation. En fait, on observe les végétaux pour savoir à quelle période les grains de pollen sont émis. Donc c'est aussi des informations qui sont disponibles pour la population et qui servent à mettre en place des alertes. L'objectif est de prévenir et avertir l'apparition des pollens afin que les personnes allergiques puissent se protéger et préparer des traitements adaptés. Ce qu'on a observé, c'est au mois de février, en fait, une pollinisation un peu plus avancée que certaines années pour certains pollens, notamment du fait de la période très chaude, très douce en tout cas, et très ensoleillée pour la saison. Donc c'est de manière générale en fait une tendance qui est observée depuis quelques années, c'est-à-dire une certaine précocité dans l'apparition des pollens. Atmo France et le RNSA observent que les effets du changement climatique sur les pollens risquent de s'amplifier dans le futur.
Alors Charlotte Sinde, un seul capteur, ça suffit pour savoir ce qui se passe dans toute l'agglomération grenobloise? Ah oui, dans toute l'agglomération grenobloise, oui, facilement. Il y a quand même un rayon de représentativité de 30 km autour du capteur. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la topographie. Et en montagne, ça sera peut-être un peu en retard par rapport à ce qui est présent sur le capteur de pollen. Oui, parce que alors, ce qu'on n'a pas vu dans les cartes, on a vu la carte de la France entière, la carte de Grenoble. Il se trouve que Grenoble est aussi entouré de montagnes, que les Grenoblois vont régulièrement gambader un petit peu sur les sommets. Et là, les pollens ne se comportent pas de la même façon qu'en plaine. Non, les hivers sont plus longs, plus froids. Et du coup, l'apparition des pollens est souvent un peu plus tardive, avec des saisons un peu plus courtes que dans les plaines. On retrouve les mêmes types de pollen? Oui, essentiellement. Les principaux pollens sont présents aussi à la montagne. Alors on dit les principaux pollens. Est-ce qu'il y a une baisse de diversité des plantes? Est-ce que finalement on retrouve toujours les mêmes plantes, les mêmes pollens, les mêmes allergies? Je dirais plutôt l'inverse. Pour les allergies, en fait, il faut quand même une certaine sensibilisation pour que les personnes deviennent allergiques. Par contre, on observe des pollens nouveaux, l'apparition des fois de nouveaux pollens, suite souvent à l'implantation pas dans les villes de nouvelles espèces d'arbres. Mais globalement, on garde quand même les pollens de chaque année restent les mêmes. Alors, les implantations de nouvelles espèces d'arbres, ça veut alors dire c'est que... pas vraiment des nouvelles Nouvelles espèces, mais... Est-ce que ça peut être les services municipaux, les services des espaces verts qui décident de planter tel ou tel arbre? Est-ce qu'ils vous consultent, par exemple, pour vous demander est-ce que ces plantes-là sont plus allergènes que d'autres? De plus en plus. On a quand même une prise de conscience au niveau des agglomérations de l'installation d'arbres et de plantes qui ne sont pas nocifs pour la santé des habitants. Et de plus en plus, ils travaillent conjointement, les services santé, les services des espaces verts, pour installer des espaces verts qui sont en accord avec la biodiversité, en accord avec la santé humaine. Donc il y a vraiment un travail maintenant réalisé pour avoir des espaces verts globalement sains et propices à la biodiversité aussi. Alors, professeur Pison, s'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi un vrai problème de santé publique. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens allergiques au pollen? Probablement. C'est très lié à l'environnement. C'est lié à notre mode de vie. La pollution joue sûrement un rôle un peu aggravant. Et c'est vrai que les données montrent une augmentation de l'incidence de l'allergie. On avait fait une enquête avec les collègues pédiatres et dans un projet européen, il y a une trentaine d'années. Et déjà, à Grenoble, sans stigmatiser la ville, sur les 25-50 ans, on avait presque un tiers des gens qui avaient ce que vous appelez tout à l'heure un rhume des foins. Et en fait, c'est des espèces de rhinite pérannuelle, qui est un mélange subtil d'irritation, d'allergie. Et je pense que ça ne s'est pas amélioré. On voit que la consommation des médicaments antihistaminiques augmente. C'est très saisonnier, mais ça augmente. Et avoir le nez malade, c'est un peu la porte d'entrée à avoir les bronches malades. Donc à aller vers de l'asthme, une chose comme ça. Oui. Est-ce que l'allergie peut se développer à n'importe quel moment de la vie de la personne? Non. Ou est-ce qu'il y a des âges de prédisposition? C'est une histoire pédiatrique. C'est une histoire pédiatrique. L'allergie, c'est une histoire de l'enfant. Ça peut même être une histoire fétale. Disons que c'est une histoire de la petite enfance. C'est quand même une maladie qui est vue chez les enfants. Et après, en vieillissant, n'y voyez pas de parallèle philosophique, mais on devient un peu plus tolérant. La réaction immune s'atténue. C'est-à-dire que la production d'anticorps contre les IgE, par exemple, contre les allergènes, diminue avec l'âge. Mais globalement, les gens qui ont des maladies à caractère allergique, sur la peau, la rhinite, la conjonctivite ou l'asthme, eh bien, en général, ils sont un peu plus allergiques. Donc on aime bien faire la différence entre les asthmes d'allure allergique ou les maladies d'allure allergique versus les maladies non allergiques. Mais l'allergie, c'est un facteur de risque majeur pour des maladies qui ne sont pas graves, mais qui vous perturbent dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, vie de travail, que sont la rhinite, la conjonctivite et l'asthme. Je reviens sur une question que posait tout à l'heure Marie-Caroline, mais on parle parfois effectivement de la diminution du nombre de plantes et du coup d'une hyperconcentration, j'allais dire, des plantes, des pollens, qui entraînent un accroissement en définitive de ces allergies. Moi, j'étais passionné en écoutant la directrice de RSNA qui me disait que les pollens sont un peu plus précoces et un peu plus denses qu'autrefois. Ensuite, il y a un effet cocktail avec les particules fines, avec les particules de diesel, ces choses-là.
Et c'est vrai que le réchauffement climatique n'est pas une très bonne nouvelle à cet égard. Alors pour savoir si vous êtes allergique, il existe un test très simple qui se pratique dans un cabinet médical en quelques minutes et vous allez voir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vous avez une monosensibilisation aux graminées. C'est grave, docteur ? C'est quelque chose surtout d'assez favorable parce qu'on peut le traiter assez facilement des sensibilisations avec des gouttes sous la langue ou des comprimés. Gêne au niveau des yeux, démangeaisons, nez qui coule, éternuement et parfois asthme. Environ un Français sur 5 souffre d'allergie au pollen. Pour les diagnostiquer, après un interrogatoire avec le patient, l'allergologue dispose différents allergènes à vérifier. Sont testés par exemple les acariens, les poils de chien et chat, la moisissure, mais surtout des pollens incontournables comme les graminées et l'ambroisie. Les tests sont aussi parfois orientés sur les pollens de la région. Dans notre région, les graminées sont ubiquitaires, on a forcément des graminées, puis on a quand même pas mal de pollen de bouleau, de pollen de frêne aussi qui sont assez présents. On a certainement moins de cyprès que dans le Midi, mais bon, on peut avoir des arbres qui sont un peu de la même famille. La pollution, la perte de biodiversité et le dérèglement climatique entraînent une augmentation des allergies et une polysensibilisation des personnes. Et la polysensibilisation entraîne souvent une aggravation des allergies et souvent des asthmes plus importants parce que les gens sont sensibles sur des périodes qui deviennent très longues. Parmi les personnes allergiques, 20% présentent des symptômes sévères. Les patients qu'on voit en ce moment, bien souvent, viennent pour ce qu'on appelle des pollinoses, des allergies au pollen, plus souvent le rhume des foins. Et donc là, cette année, ça a commencé depuis le mois de février avec le noisetier, le cyprès, le frêne. Et puis depuis à peu près le fin mars, à peu près le 25 mars, on a vu arriver les patients allergiques uniquement aux graminées. Deux types de traitements sont possibles pour traiter les allergies. Les symptomatiques, à prendre dès que le patient commence à ressentir les premiers pollens, et les préventifs, qui permettent une désensibilisation et se présentent sous forme de comprimés à placer sous la langue ou de gouttes. Les traitements ont fait quand même beaucoup de progrès. On a surtout des traitements maintenant qui endorment peu, parce que les antihistaminiques ont la réputation d'être un peu sédatifs. Maintenant, les fabricants ont essayé de sortir des produits qui sont efficaces et peu sédatifs. On a des gouttes pour les yeux qui sont adaptées, qui globalement satisfont les patients. Et puis après, on a des sprays pour mettre dans le nez. Si la plupart des antihistaminiques sont délivrés sur ordonnance, d'autres sont disponibles en pharmacie sans prescription médicale. Alors, voilà, je ne peux plus le cacher, je suis donc allergique aux graminées. Est-ce que c'est l'allergie au pollen la plus fréquente dans l'agglomération grenobloise? On demandera peut-être à notre collègue. Je ne suis pas capable de vous répondre, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, c'est intéressant de repérer des gens comme vous, parce qu'il y a des traitements spécifiques pour ça, qui sont assez récents, avec un niveau de preuve qui est devenu très bon. Il y a eu un très gros papier qui a été publié dans le JAMA cet été et qui montre que la désensibilisation par comprimé, par exemple, pour cet allergène-là, est vraiment intéressant avec à la clé moins de consommation de corticoïdes pour les asthmatiques et une intensité thérapeutique moindre pour les gens rhinitiques. Donc ça, c'est vraiment un diagnostic intéressant. Moi, je trouve d'avoir une seule... Oui, d'avoir une forme pas trop sévère. Là, vraiment, les ergologues ont fait des progrès incroyables. Je sens que je vais devenir cobaye. Alors, vous seriez une patiente idéale pour entrer dans des études. Mais là, le niveau de preuve est bon et vous pourriez être traité de façon spécifique. C'est le cas. Allergique à une seule chose, les graminées, c'est assez rare. Oui, c'est quand même plutôt rare, je pense. Oui. On a plutôt des polysensibilisations avec... des personnes qui peuvent être malades avec la saison du bouleau qui arrive fin mars, début avril, avec les graminées qui se poursuivent parfois jusqu'au mois de juillet dans des quantités assez importantes. Donc oui, un seul pollen, c'est plutôt une chance. Alors quand on développe peut-être de l'asthme du nourrisson, est-ce que c'est un facteur aggravant pour être allergique après au pollen ou à autre chose? Ce qu'on dit, c'est que chez l'enfant, l'asthme de l'enfant, le facteur de risque numéro 1, c'est l'allergie. Ça, c'est quelque chose qui est très relié et on aimerait protéger les enfants. L'objectif, c'est de prévenir cette maladie. Alors, c'est l'environnement, bien sûr, mais il y a par exemple une étude qui est extraordinaire, qui a été faite, qui a été publiée dans une très grande journal nord-américain, dans le New England Journal of Medicine, où on avait repéré des femmes danoises qui étaient carencées en acides gras et qui ont été substituées avec l'huile de foie de morue, en l'occurrence. Et c'est assez extraordinaire, leur descendance avait 30% de moins d'asthme et d'allergie. Donc ça, c'est un travail très intéressant qui suggère que ce qu'on mange, ce qu'on respire, la maison dans laquelle on est,
peuvent être des facteurs de risque modifiables. Alors, oui, l'allergie, hein, c'est clairement le facteur de risque numéro 1 pour faire une rhinite, pour faire une conjonctivite, pour faire un asthme. Parce que là, les conséquences, c'était pour la descendance, c'est-à-dire pour les enfants. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est très, très chouette. Et donc, c'est toute la réflexion autour de l'épigénétique. Est-ce que ce que l'on mange, ce que l'on respire, peut être mesuré, monitoré et ensuite anticipé et prévenu? Alors, ça passe sûrement par un microbiote très, très riche, des maisons bien aérées, parce qu'on a l'impression que la maison est un lieu de protection, alors que ça concentre 7, 8, 10 fois les allergènes et les particules. Donc ça, c'est un point un peu nouveau qu'on a appris. La maison doit être largement aérée pour éviter ces phénomènes de concentration. De même, l'habitacle d'une voiture est très pollué. Et Voilà, alors, en fait, il faudrait ouvrir les fenêtres. Voilà, donc il faut ouvrir large les fenêtres. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi on se sensibilise comme ça. Parce que réparer coûte très cher. Et je pense que le grand défi des années à venir, c'est de prévenir ces phénomènes de sensibilisation. On a parlé de l'environnement, donc de la pollution. Est-ce que le fait de vivre aujourd'hui dans des environnements un peu plus aseptisés qu'avant peuvent aussi aggraver, conduire à des allergies? Oui, ça c'est une hypothèse très forte. C'est l'hypothèse hygiéniste qui est née en Australie. C'est des grands pédiatres qui ont découvert ça. Et il y a des arguments très forts pour penser que cette exposition, cette pression antibiotique des familles moins nombreuses sont un facteur de risque. C'est l'hypothèse hygiéniste. Et l'exemple le plus caricatural, c'est les petits Finlandais. Les petits Finlandais qui vivent dans les villes, c'est 1 sur 2 a un risque d'asthme. Et le même petit Finlandais qui vit à la ferme avec les cochons, les poules, les lapins, c'est qu'1 sur 10. Donc les constituants des bactéries permettent une immunotolérance. Donc ça, c'est des phénomènes très intéressants. Et donc la vie à la campagne est probablement très protectrice. Et c'est vrai chez les enfants comme chez les adultes. Est-ce que l'asthme peut disparaître comme il est arrivé? Enfin, l'asthme en tout cas, les allergies, pardon. Les allergies, en avançant dans la vie, s'expriment moins fortement, mais en moyenne, les gens qui sont allergiques le restent quand même. Et quand on compare des gens qui ont des maladies à caractère allergique, comme l'asthme, quand on compare leur taux d'anticorps IgE, par exemple, ils sont en moyenne un peu plus élevés. Donc c'est un trait qu'on va garder un peu toute sa vie. Et l'asthme peut être bien contrôlé, sans symptômes, mais au laboratoire, on garde des bronches hyperréactifs jusqu'à sa mort. Donc, vous nous le disiez, une allergie s'accompagne de choses désagréables, mais pas graves. Voilà. Mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment des complications au niveau respiratoire, simplement pour une allergie, pas un asthme? Alors, l'allergie, de façon un peu étonnante, se manifeste sur... Enfin, les symptômes les plus agréables, c'est les gens qui ont une rhinite. La rhinite, les patients qui sont rhinitiques, toute l'année ou de façon saisonnière, ont, semble-t-il, une qualité de vie qui est presque un peu plus dégradée que celle des asthmatiques, parce que ça met en péril le sommeil. Quand, pendant la nuit, vous avez le nez bouché, vous avez un sommeil très, très fragmenté, non réparateur. Alors, les stades d'après, c'est bien sûr... Les Américains disent United Airways, c'est-à-dire que les voies aériennes, ça commence dans les muqueuses nasales, qui étaient de la face, et donc c'est la porte d'entrée. Et donc, bien repérer la rhinite, bien la soigner, il y a des arguments très forts pour penser que ça peut protéger de l'asthme. Alors l'asthme, c'est plus impressionnant parce que c'est des crises d'étouffement. Et ça, c'est sûr que la rhinite, l'allergie sont des facteurs de risque importants. Et l'asthme, c'est aussi malheureusement une maladie nocturne. Et c'est vrai que chez l'enfant et chez l'adulte jeune, l'allergie reste le facteur numéro 1. Est-ce qu'il y a des pollens qui causent plus de dégâts? J'ai envie de dire, on a beaucoup parlé de l'ambroisie. Est-ce que ça peut être le cas pour l'ambroisie? Effectivement, chaque pollen provoque des symptômes à des niveaux différents de concentration. Et le pollen d'ambroisie est celui qui a besoin d'être le moins concentré pour provoquer déjà les premiers symptômes. Mais je crois que des études montrent aussi que c'est celui qui provoque le plus facilement des crises d'asthme. Donc c'est vraiment le pire des plantes et le pire des pollens qui est présent en France. Et qui est présent, alors plutôt pas dans la région grenobloise, un peu plus vers le Lyonnais, si quand même. Alors, oui, bon, de plus en plus. Le problème, voilà, c'est ça. Alors, la région lyonnaise est très impactée.
Il y a beaucoup de pollen historiquement sur la vallée du Rhône, mais ces dernières années, on voit vraiment les quantités de pollen qui sont présents à Grenoble augmenter fortement. Et c'est vrai que la plante se disperse de plus en plus et malheureusement... on a du mal à s'en débarrasser. Exactement. Alors, lorsqu'on est allergique, on peut être traité, enfin laisser tout couler, mais bon, c'est pas super agréable. Donc, il y a plusieurs traitements. Il peut y avoir un traitement préventif? Oui. Alors, d'abord, c'est de limiter l'exposition, mais c'est pas très facile. Oui. Donc, c'est des maisons aérées. La lutte contre les acariens est intéressante, mais le niveau de preuve n'est pas exceptionnel, malheureusement. Mais c'est bien aérer les maisons. Après, dans les maisons, le danger absolu, c'est les dégâts des os avec le risque fongique. Alors, c'est un autre débat, c'est moisissure. Mais c'est une forme d'allergie qui est souvent assez sévère, avec des asthmes épouvantables. Moi, j'ai un asthme assez sévère. Et j'ai découvert que dans ma maison, il y avait un dégât des os et que j'avais de la culture pure d'aspergillus dans ma cuisine, quand j'ai changé de cuisine. Donc, on le disait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Ensuite, il y a des traitements... Le plus élégant, c'est quand même ce que les allergologues appellent l'ITA, qui est donc la désensibilisation. Et cette désensibilisation, maintenant, a acquis ses lettres de noblesse. Jusqu'à quelques années, c'était des allergènes pas très bien connus, des études pas très sérieuses, pas en double insu. Maintenant, on a de très bonnes études, et que ce soit par les comprimés, par des gouttes, on a vraiment... C'est des vrais modificateurs d'histoire de la maladie. Et après, il y a des traitements symptomatiques. Et le chef de file, c'est les antihistaminiques, qui ont fait beaucoup de progrès, qui n'ont plus d'effets centraux, donc on est plus somnolent. Il y a peu ou pas d'effets secondaires. Et puis ensuite, lorsque ça descend sur les bronches, lorsqu'on tousse et qu'on siffle, il y a maintenant des médicaments merveilleux, des bronchodilatateurs, des corticoïdes inhalés. Et puis pour les formes les plus sévères, il y a une révolution en ce moment, qui sont les biothérapies, qui sont les anti-L5, anti-IgE. Donc il y a eu 10 ans, il y a eu une grande compagnie suisse qui a développé un anti-IgE qui a été une révolution. C'était la grande découverte ces dernières années. Et pour les formes les plus sévères, c'est quelque chose de merveilleux et qui permet aux gens de ne plus avoir de symptômes. Ça, c'est pour les formes sévères. La désensibilisation, est-ce que si on se fait désensibiliser au plus jeune âge, ça peut éviter d'avoir d'autres allergies? Il y a beaucoup d'études qui sont en cours dans les grands groupes, notamment danois et européens, qui sont très en pointe. C'est des études difficiles à mener, mais on espère que ce soit des modificateurs de maladies, des disease modifiers. Et on espère vraiment qu'un enfant désensibilisé évite cette marche vers l'allergie, en commençant par la peau, ensuite la rhinite, puis ensuite l'asthme. Donc c'est le grand espoir des pneumopédiatres, des allergologues, d'avoir des stratégies bien tolérées et qui modifient profondément la marche de l'allergie. Est-ce qu'on peut être désensibilisé à plusieurs allergies à la fois? Pas tellement plus que 2. Les grands candidats, c'est bien sûr les acariens et puis bien sûr les pollens d'arbres. Les chats, on propose plutôt l'éviction. Et pour les moisissures, c'est surtout de l'éviction. Est-ce que quand on est désensibilisé, c'est à vie ou il faut recommencer régulièrement tous les 10 ans? Alors ce que disent les experts, moi je ne suis pas un grand allergologue, moi je suis plutôt un pneumologue, mais j'ai beaucoup de respect pour les allergologues. Ce qui est proposé, c'est de démarrer la désensibilisation 4 mois avant la période pollinique. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir les affaires. Et puis d'être désensibilisé pendant la période pollinique 2 mois. Et donc pour les allergènes saisonniers qui ne sont pas les plus graves, on fait ça 6 mois de l'année. Pour les allergènes perannuels... C'est pendant 6 mois, pendant combien de temps? On fait ça 1 année, et puis on va le faire 3 années. Et c'est tous les jours, toutes les semaines? C'est tous les jours pendant 6 mois. Et par exemple, pour les acariens, je crois qui est votre... Non, moi je suis graminée. Graminée, donc vous, c'est 6 mois. Il y a des produits superbes qui marchent là-dedans. Si vous êtes symptomatique, vous n'êtes pas symptomatique, il ne faut rien faire. Mais par contre, pour les allergènes perannuels, qui sont les plus ennuyeux, je dirais, qui sont les plus asthmogènes, là, c'est une sensibilisation quotidienne. Et vous faites 6 mois, 12 mois. Et si vous voyez... Il y a des études qui suggèrent quand même que les gens vont mieux, qu'ils consomment moins de corticoïdes inhalés. Ça, c'est intéressant. Parce que les corticoïdes inhalés sont intéressants, mais ont pas mal d'effets secondaires. Donc ça, c'est intéressant. Et on fait ça pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Autrefois, on le proposait à des gens qui avaient des formes très légères. Des études récentes suggèrent que ça peut être fait dans des formes un peu plus sévères. Donc je pense que le champ de la désensibilisation va s'élargir, car le niveau des études est bien meilleur, le niveau de preuve est bien meilleur, et bien qu'étant pas allergologue, je pense qu'ils ont un avenir assez brillant.
compte tenu de l'épidémie qui est devant nous. Alors pourquoi, dernière question peut-être, pourquoi on est allergique au pollen d'une plante et pas au reste de l'arbre? Alors, sur le pollen, on a des petites protéines qui sont reconnues, enfin là c'est un spécialiste qui répondra mieux que moi, mais qui sont reconnues comme attaquant l'organisme. Et c'est le système immunitaire qui se met en route et qui essaye de rejeter ces organismes qui pénètrent dans le corps, qu'on respire. Et donc, il fait le nez qui coule, les yeux qui pleurent. C'est pour nettoyer cette attaque. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment une attaque, c'est une surréaction de l'organisme, du coup. Parce qu'on peut être allergique au pollen d'olivier et supporter très bien une salade de tomates pour l'été. Oui, c'est vraiment ces protéines qui sont présentes sur le pollen qu'il faut éviter. Après, il y a des sensibilisations croisées. Des fois, on peut être allergique à un pollen et être en même temps allergique à un aliment. Voilà, ça peut arriver. La question que vous posez est passionnante. C'est le problème de la tolérance. Normalement, on doit être tolérant à son environnement. Et parfois, il y a des restrictions de tolérance. Et donc ça, c'est tout le champ de l'allergologie moléculaire, où, comme l'a dit notre collègue, on essaie de disséquer les protéines, les motifs sur les protéines auxquelles on est sensibilisé. C'est-à-dire qu'on n'a, dans notre maturation, pas développé de tolérance à ces pneumallergènes. Normalement, on devrait être tolérant à ça. Par contre, on n'est pas tolérant au virus, on n'est pas tolérant aux bactéries, on n'est pas tolérant aux champignons, on s'en défend. Mais sur des choses très banales de notre environnement, ce qu'on mange, ce qu'on respire, normalement, on est tolérant. Et pour des raisons un peu mystérieuses, certaines personnes ont dans le répertoire une perte de tolérance. Et on ne sait pas pourquoi. On saura bientôt. Oui, moi je pense qu'on saura. Moi je pense que c'est des phénomènes épigénétiques qui sont liés à notre vie fétale, à ce qu'on mange, à ce qu'on respire. Donc l'histoire n'est pas terminée. Il y a encore plein de choses à comprendre. Et le but ultime, c'est de prévenir ces sensibilisations. Dès le plus jeune âge. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Check-up. En attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.